Voilà. Donc première chose, tes messages de commit, c'est un peu l'unité de base en fait, c'est un peu la brique Lego de ce que tu fais avec GitHub ou avec Git, sans déconner, je te promets. Voilà. Et donc la première chose, c'est arrête les messages de commit pour Av, quoi, par pitié quoi. C'est vraiment, c'est la pire flemme, ça je vois beaucoup ça, les gens qui viennent de cette version en fait, pour eux cette version c'est pas de la gestion de source, c'est un FTP glorifié quoi, c'est juste une histoire d'aller tiens, là mon taf, voilà, merde-toi. Il n'y a pas de graphe, il n'y a pas de branche, il y a une ligne droite, il n'y a pas vraiment les branches dans cette version, c'est pas vrai, il fait semblant. Et voilà, et on voit juste ça, genre tiens, c'est des pièces jointes quoi. Et du coup, on voit vraiment des messages à base de messages obligatoires. Taf, fixes. Putain, génial quoi. À relire, c'est génial. Et du coup, tu as un historique qui est absolument pas lisible. Et c'est con pour les autres, surtout que les autres, c'est toi dans 3 mois. Et tu vas vraiment pas t'aimer si t'as pas fait de la doc, si t'as pas fait les tests, si tous tes commits s'appellent work. Quand tu vas vouloir choisir lequel tu prends. Je suis pas censé vous montrer ce GIF aussi longtemps, mais j'attends que ma télécommande marche. Et donc première règle pour un message de commit, et on va parler de GitHub spécifiquement. Donc première règle, ta première ligne de message, 50 caractères au présent, à l'indicatif. Pas de point à la fin. Pourquoi? Pour éviter la troncature simplement dans les 3/4 des listings. Et c'est pas spécialement GitHub parce que GitLab, Bitbucket et tous sont calés sur les mêmes tailles. Donc tu vois le genre de truc, pouvoir rallonge, où tu t'énerves au passage, tu expliques que machin c'est pas codé, etc. Et puis ça c'est pas top. Hein, donc choisis une première ligne qui est concise, qui est pratique, qui est lisible, soit sympa avec les autres. Ça va plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ah bah là c'est le PDF qui part en couille. Aujourd'hui, on a des projets comme Atom par exemple qui ont standardisé l'usage de certains emojis en premier caractère, de manière à faire un filtre visuel extrêmement rapide sur la nature du commit. En fait, donc vous trouvez ça dans les contributing guidelines et tout, c'est juste énorme. Quoi. En plus, quand tu es sur un système qui ne gère pas encore le TF8, là pour le coup, tu es vraiment baisé. Derrière ça, en général, tu as une ligne vide, et puis si vraiment tu as des choses à dire, parce que c'est pas un petit commit atomique, c'est un commit un peu velu, c'est un arbitrage manuel de fusion, etc., bah, tu vas écrire des détails. Hein. Alors ceux-là, tu dépasses pas 72 caractères, hard wrapping, etc. Et c'est là vraiment où tu vas mettre les décisions non triviales d'arbitrage que tu as faites, par exemple, même s'il y a eu une discussion là-dessus dans une pull request, ce qui est une des raisons d'être des pull requests. Un détail d'algo un peu velu, un truc, etc. Pense aux autres, hein. Les autres c'est toi dans 3 mois. Par ailleurs, il y a des options hein, dans les commandes Git, par exemple git merge-log ou l'option merge.log qui le rend systématique. Elle va vous rajouter automatiquement par défaut les premières lignes des 30 commits les plus récents dans ce que vous mergez. Hein, alors tu peux changer, tu mets une valeur non booléenne pour changer le nombre 30. Donc ça c'est sympa, ça mange pas de pain, juste en regardant le commit, tu sais un peu qu'est-ce qu'il a embarqué. Même chose avec git cherrypick-x qui a la bonne idée de te dire que c'est un cherrypick et qu'est-ce que ça cherrypick, parce que par défaut ça ne le fait pas. Donc ça te le rajoute. Et puis tu es sur GitHub, tu as GitHub Flavored Markdown. Hein, donc profites-en, utilise-le, fais un peu de mise en forme si besoin est, mets ça au cordeau. N'hésite pas à utiliser les triggers, genre fixes, alors tu as le droit à fix, close et solve et resolve. Au passé, au présent, troisième personne ou pas, avec les numéros des issues ou des pull requests, ça fait des liens croisés, on les voit dans les pages d'en face, super pratique pour se balader. Voilà, donc première chose, la brique, message de commit. Deuxième chose, si tu force push, tu tues des dauphins. Tu devrais pratiquement jamais force pusher. Jamais, jamais, jamais. En fait, il y a peut-être une seule et unique raison valide de force pusher, et je vous la donne après la pub. Voilà. Quand tu force push, la plupart du temps, c'est parce que tu as réécrit l'historique local. Donc ça veut dire que tu as pété tous les chats. D'accord? Les chawans. On dit les chats. D'accord? Ça se prononce chawan, pas SHA. Il faut penser à tous les gens qui utilisent déjà tes commits en dessous. Hein. C'est pas sympa pour eux, les mecs qui font la qualif, la QL, les mecs qui dépendent pour un historique de subtree, ces gens-là, c'est pas sympa pour eux. Pour du code public, du code que d'autres que ton équipe restreinte voient, c'est globalement inacceptable, sauf si vraiment tu avais un problème légal ou sécuritaire, c'est-à-dire en général que tu as versionné les credentials, limite qui n'étaient pas à toi, hein, et là tu as vraiment une responsabilité légale grave. Tu peux aller en tôle dans des pays merveilleux comme les États-Unis, et pour ça, pour 3 fois 200 ans, c'est la sentence pratique. Et donc la plupart du temps, si c'est pas ça, si c'est juste ah merde, j'ai une petite connerie, rien du tout, en général tu vas juste rajouter des commits avec les bonnes opérations entre les deux pour mais tu réécris pas l'historique pour le fun. D'ailleurs, on verra qu'on peut se protéger enfin avec GitHub contre les force push. On l'attendait depuis longtemps. C'est horrible. Voilà. On a donc notamment les branches protégées maintenant dans GitHub, qui entre autres les branches protégées. Alors on n'a pas de management de droit par branche, sauf sur GitHub Enterprise, puisque là tu fais ce que tu veux.
Mais dans les branches protégées, notamment une branche protégée, tu ne peux pas force pusher dessus. Du coup, voilà, c'est comme ça, c'est réglé. Donc, entre autres, master, par exemple, tu la protèges. Tiens, c'est sympa, c'est comme il met très longtemps à aller en avant, il revient en arrière. Une petite hésitation. Et, Robert. Voilà. Alors, par ailleurs, Rebase. Alors, on rentrera, il y a des articles de fond, hein, vous pouvez aller sur Gitattitude et tout, sur tous les gens qui disent ah, Rebase c'est le mal, tu fais que des merges. Tous les gens qui vont dire, tous aussi nombreux, ouais, merge c'est le mal, tu fais que le Rebase. Donc, tous ces gens-là, c'est à base de j'ai pas lu la doc et je veux pas comprendre et cassez-vous. Dans la vraie vie, c'est comme tout, il y a des vrais use cases pour les deux. Il y a un vrai use case pour merge, à mon opinion, un seul. Et tous les autres, c'est des variations de use case de Rebase. Mais Rebase, il y a deux types de Rebase que tu devrais faire quasiment tous les jours, voire X fois par jour. Par exemple, quand tu pulls, tu dois faire Rebase. Parce que le petit secret honteux, le squelette dans le placard de pull, c'est que pull, ça fetch, puis ça merge. Ce qui est probablement la pire idée du monde. Parce que tu es en train de dire, la branche bidule, on va la merger avec la branche bidule. Ce qui n'a aucun sens, c'est la même branche. Hein, le remote sert juste de point de synchronisation. Et ça pourrit ton graphe royal. Là, je vous ai mis un cas très très simple. Mais si vous allez regarder vos graphes dans vos projets, c'est bourré de merge qui n'en sont pas. Résultat, le graphe c'est de la merde, plus personne ne le regarde, plus personne essaie qu'il soit beau. Voilà. À ce rythme-là, autant faire de cette version. Donc, tu peux demander à Pool de faire du rebase et c'est exactement ce que tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, quand un collaborateur a balancé des nouveautés sur la branche et qu'effectivement tu ne veux pas l'écraser, ce que tu veux, c'est simplement dire ah bon, on n'a qu'à dire que j'ai bossé après lui et qu'en fait, mon historique local, on va le ramener par-dessus l'historique à jour. Ce qui est exactement la nature même de ce que fait Rebase. Donc tu peux le caler une bonne fois avec pull rebase égale preserve à partir de Git 1.8.5. Si tu n'as pas encore Git 1.8.5, primo, tu vis en 2002. Et secondo, tu n'as pas l'excuse, puisque sur toutes les plateformes, les paquets existent qui t'apprennent la PP1. L'autre bonus, c'est que le jour où il y a quelqu'un qui effectivement a versionné la clé privée du certificat de ton client, et qu'il a donc réécrit complètement l'historique et qu'il l'a force pusher, et bien au lieu de merger tout l'ancien historique avec tout le nouvel historique comme un as, tu vas, de manière transparente, reprendre tes 3 commits locaux et les mettre par-dessus. Hop, fin de l'histoire. Par ailleurs, avant de pusher, tu devras avoir un réflexe qui est de regarder ton historique local. Hein, quand tu fais du Git pour de vrai, tu ne fais pas commit push, commit push, commit push. Ça s'appelle du subversion. Hein. Quand tu fais du Git pour de vrai, tu commits souvent des petits commits atomiques et tu pushes quand il y a besoin. Hein, quand genre, on vient de taper parce qu'on a besoin de ton code, tout ça. Pas pour des raisons de backup. Hein. Le rôle de Git, c'est pas de faire du backup. Ça, c'est le rôle des outils de backup. Mais du coup, avant de pusher, tu regardes tes quelques commits locaux, et souvent, c'est la vie, c'est pas nickel chrome. C'est pas la loose, quoique. Mais c'est pas le nickel chrome. Et tu vas faire un petit git rebase-i. Git rebase-i, ça trouve un petit script, hop, hop, tu changes 3 conneries, avec l'habitude, ça prend 5 secondes, et hop, t'as mis ton historique au cordon, on dirait que t'es trop balèze, que t'as tout vu venir du premier coup, et tu pushes. C'est pas seulement pour avoir l'air d'un trop gros balèze, même si c'est pratique lors de ton entretien annuel d'évaluation pour l'augmentation, mais c'est sympa aussi parce que ça fait un historique qui est beaucoup plus clean, c'est beaucoup plus agréable à lire pour toi et pour les autres, et donc pour toi et pour toi. Ça se mesure, hein, il y a des études qui mesurent la qualité d'un historique Git avec la productivité générale de l'équipe. Par ailleurs, les pull requests, si on fait du GitHub quand même, outre que c'est parce que c'est beau et parce que tout le monde aime les octochats, c'est parce qu'il y a les pull requests. Et les pull requests quand même, c'est la meilleure invention depuis le pain tranché. On a... le problème, c'est que la plupart des gens pensent que les pull requests, c'est juste quand tu as fait un fork. Si tu as les droits sur le dépôt, vas-y, pourri master, quoi, gars, vas-y, fais-toi plaisir. Bah non, les pull requests, c'est pour absolument tout le temps. La pull request, c'est au cœur du GitHub Workflow. La pull request, fondamentalement, quand tu crées une pull request, tu dis quoi? Tu dis les gens, s'il vous plaît, vous pouvez regarder mon code. Alors évidemment, c'est du mindset, hein, comme zéro main, on vient tous d'un monde où genre, oh putain, pourvu que personne regarde mon code. Donc là, tu vas dans un autre mindset où, hey, s'il vous plaît, les gens, venez regarder mon code et dites-moi ce que je peux faire de mieux. Tu n'es même pas obligé d'ouvrir la pull request quand tu as fini, tu peux ouvrir la pull request quand tu as démarré, puisque de toute façon, tous les commits que tu vas continuer à faire dans cette branche alimentent automatiquement ta pull request. Donc, tu n'es pas du tout obligé d'attendre d'avoir fini, et tu devrais systématiquement bosser sur une branche. Tu regardes le GitHub Workflow, c'est genre, ça va prendre plus de 5 secondes, fais une branche. Et bon, pour tous ceux d'entre vous qui est allégé et qui fait du Java, bah, tout prend plus de 5 secondes, hein, par définition. Et encore, 10 secondes, je suis gentil. Si tu veux, par définition, branche, quoi. Hein. Et tu travailles jamais sur master, on ne commit pas en direct sur master. Jamais. D'accord. Tu me diras, oui, mais il y a toujours un cas. Oui, c'est vrai, il y a le cas qui arrive quand Mars est dans la maison du lion, tout ça, machin, mais sinon, non. Tu ne commites pas sur master, ça sert pas à ça. D'ailleurs, protège-la, comme ça, c'est réglé.
J'attends désespérément cette... voilà. Fais un effort. Hein, te contente pas, comme ça va te le faire par défaut, de copier-coller le message du dernier commit. Je veux dire, voilà, décris, prends le temps, écris le texte, la GitHub Flavor Background, tu peux faire s'il faut des images, des tableaux, des machins, et surtout sois explicite sur qu'est-ce que tu en attends de cette pull request. Et la réponse n'est pas, on m'a dit de faire une pull request, alors je la fais. La réponse c'est, ouais, alors vraiment ce qui m'intéresse, c'est en particulier sur l'algo, sur la perf, sur la sécu, sur machin, enfin ça dépend des cas, de manière à ce que les reviewers aient un axe de travail. Et d'une manière générale, que ce soit reviewer ou que tu sois auteur, peu importe, si tu interviens dans la pull request, je vais tuer cette télécommande dans 2 secondes. Je veux dire, prends soin de ton temps à toi. Donc notamment, il ne faut pas oublier qu'on peut faire de la reply directement par email sur toutes les notifications de GitHub t'envoie. Hein, tu réponds cache dans l'email, paf, c'est injecté au bon endroit. C'est juste bizarre. Tu as l'impression que tu arrives sur GitHub avant même d'avoir quitté tes serveurs mail. C'est un truc vraiment chelou, tellement ça va vite. Et la moitié du temps, tu as les WebSockets qui cachent l'inject dans la page quand tu es dessus. Tu vois, c'est de la magie. On a l'impression d'être en 2015. Si tu as au départ, notamment, il y a des reviewers précis qui t'intéressent, mention-les directement dans ton message. Vous êtes, notamment la SG ou les grosses organisations, vous avez des organizations, vous avez des teams dans GitHub, on peut mentionner des teams entières, hein, il suffit d'utiliser le compte, le nom de l'orga / la team, il y a de la complétion automatique. Plus tard, si tu t'aperçois que machin, ce serait pas mal qu'il donne son avis et tout, il est plus spécialisé sur ça, tac, tu mention, les gens se prennent des notifs, sauf si vous faites ça tellement souvent et tellement mal qu'ils ont ignoré le projet. Mais a priori non, ça va. Respectez le temps des auteurs quand vous faites des reviews, faites vos commentaires ligne à ligne, c'est un des trucs les plus géniaux avec les pull requests, tu peux commenter ligne à ligne, et d'ailleurs pas seulement avec les pull requests, sur n'importe quel change set, n'importe où dans GitHub, tu peux faire des commentaires sur n'importe quel commit, tu n'es pas obligé d'attendre une pull request pour aller dire à quelqu'un qu'il a fait de la veine, que c'est génial ce qu'il a fait. À la fin d'une pull request, ce qui est pas mal aussi, c'est pour que les gens comprennent que c'est plus la peine qu'ils attendent des commentaires suivants, vous avez fini, ça y est, vous avez vidé votre sac. Tu vas dans la conversation principale, tu mets un dernier petit message, une sorte de petit bilan qui dit bah, écoute, voilà, c'est cool, moi je pense que tu devrais surtout te concentrer là-dessus et tout. C'est pas mal, ça permet d'avoir un petit bilan et ça leur permet aussi de savoir que vous avez fini et qu'ils peuvent se mettre à vraiment attaquer le truc. Surtout si vous êtes en mode rapid fire et que vous leur faites un commentaire, une ligne sur 3, tu vois, le mec il a ça attend que ça soit fini quoi. Si jamais tu as une pull request qui conflicte, bon bah par définition un serveur il va pas la faire pour toi, donc tu peux tout à fait, comme n'importe quel SEM qui conflicte, hein, tu récupères toi. Tu check out, tu l'arbitres en local, tu pushes. Quand tu vas pusher un commit qui merge les branches concernées par la pull request, elle s'auto-merge, auto-close hein, dans GitHub. Donc tu n'es pas obligé du tout de passer par GitHub exclusivement. Les branches protégées, je vous en ai parlé, il y a des notions de status checks. Allez, la télécommande, sans déconner, je fais des efforts pourtant. Voilà. Pareil pour la gestion, le triage, etc. Triaging, parce qu'en anglais on dit triaging. Ils sont tout piqués à la France. De vos issues et de vos pull requests, puisque c'est la même structure de données en interne dans GitHub, une issue ou une pull request. Commencez par penser à labelliser, créer votre propre vocabulaire de labels, mais utilisez les grands classiques, ne réinventez pas 15 manières de dire won't fix ou bug ou duplicate. Color-codez-les, on peut les color-coder comme on veut, de manière à ce que vraiment... Ah bah là on est bon, voilà. De manière à ce que... Non, oui, peut-être. Allez, ça va? Ok. De manière à ce que vraiment ça marche. Vous pouvez les filtrer là-dessus. Tous ces filtres-là apparaissent dans votre URL. Vous pouvez copier-coller ces URL, en faire des bookmarks, les partager, etc. Avec tous les filtres qui sont déjà calés. Donc ça vous permet aussi d'avoir des filtres très précis. En plus de tous ceux qui sont prédéfinis. Pensez à affecter la responsabilité d'une issue d'une pull request le plus tôt possible. Ça permet aux gens de les récupérer, notamment, ça peut changer déjà, ça permet aux gens de récupérer ça facilement. Vous avez des filtres automatiques qui sont définis là. Et puis pareil, en haut de GitHub, à chaque fois, vous avez ces deux liens-là, la pull request et issues, qui sont toutes les pull requests qui vous sont affectées ou toutes les issues qui vous sont affectées à travers tous les projets. Donc ça vous évite d'avoir à passer votre temps à basculer d'un projet à l'autre. Comme c'est en haut, les gens ne regardent plus, en fait. Ils font pas gaffe qu'il y a des choses là-dedans à côté de Gist et c'est con. C'est régulièrement, j'ai un mec qui fait ah bon, tu peux le faire cross-projet, je fais bah, les milestones, pensez à créer des milestones aussi, c'est pratique, ça va permettre de mirrorer votre gestion de projet, vous pouvez éventuellement les interfacer via l'API. Ça va vous permettre de grouper des issues et des pull requests dans un même lot, vous pouvez mettre un due date, un petit nom, une description, mais surtout ça va traquer la progression. C'est-à-dire que chaque fois que vous closez une issue, chaque fois que vous mergez ou que vous closez une pull request, tac, 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 ça avance, ça permet, sans forcément d'outils de gestion de projet dédiés, d'avoir une petite idée d'où on va, à condition que vous ne rajoutiez pas en permanence des nouveautés, bien sûr. Et puis, au-delà de GitHub, il y a tout un écosystème. On parlait, Amir me disait, c'est entre autres parce que la plupart des gens ils sont sur GitHub. Oui, mais c'est aussi parce que 99% de l'écosystème a fait le même raisonnement, et donc travaille avec l'API GitHub et pas du tout avec les API de GitLab ou de Bitbucket.
Les trucs par exemple de gestion de projet basés sur les issues et les machins et les bidules à base de Kanban, les trucs à base de code review, etc. Il y a un écosystème énorme sur l'API GitHub. J'ai toujours pas réussi à en trouver un seul sur l'API GitLab ou Bitbucket. Et c'est pas qu'ils sont intrinsèquement plus mauvais, c'est parce que comme tout le marché est là-bas, évidemment les mecs, s'ils veulent se faire des thunes, ils vont attaquer le marché dominant d'abord. Donc il y a énormément de choses là-dessus. On parle de bonnes pratiques de collaboration, baisser la barrière d'entrée. Arrêtez de croire que tout le monde est aussi fort que vous et que tout le monde comprend. Première chose, les licences, en particulier pour le domaine public, rien à voir, mais pas mettre de licence, ça ne veut pas dire tu fais ce que tu veux, c'est exactement l'inverse. Pas mettre de licence, ça veut dire je réserve tous les droits à part ceux que GitHub exige que je mette. D'accord ? Et donc, allez regarder sur Choose a License par exemple, qui est fourni par GitHub, pour vous informer sur les types de licences, y compris comment je fais pour dire vas-y, fais ce que tu veux. Ça existe, hein, c'est du C0 ou du unlicensed. Il y a des outils qui vous permettent de balancer d'un coup d'un seul tout bon fichier de licence sur des projets à vous en masse, hein, pour éviter d'avoir à le faire. D'une manière générale, faites des readme qui cartonnent. Il y a des tas de choses. On sait aujourd'hui qu'est-ce qui va bien dans un bon readme. Hein, il faut un synopsis. Si c'est une ligne, il faut un code example d'abord. La motivation, c'est-à-dire bon, pourquoi je l'ai fait, en quoi il diffère des alternatives, comment est-ce qu'on installe, comment est-ce qu'on démarre. Une référence API un peu détaillée, je sais, c'est écrire de la doc. C'est le seul truc que tu aimes encore moins que lire la doc. Mais il faut le faire, c'est important. De la même manière, guide de contribution guide, et ça donc aussi en interne, presque a fortiori en interne, pour assurer la même culture de qualité. Promis, j'ai un slide, un jour cette télécommande va marcher. En général, c'est dans contributing.md, et essaie de respecter ce nom parce que GitHub le détecte. Et du coup, quand tu vas créer une issue ou quand tu vas ouvrir une pull request, automatiquement tu vas avoir un petit warning comme ça, tu vois, qui fait t'es sûr que tu as été regardé avec le lien et tout, les contribution guidelines. Et là-dedans, ne te contente pas. Alors, il y en a qui font ça très bien. Atom, par exemple, fait un contributing MD de malade avec des coding styles et des guidelines par type de fichier, etc. Pour les messages de commit, pour tout ça. Mais aussi, mets un code of conduct, en particulier si c'est vraiment public-public, si c'est hors de la boîte, si c'est vraiment open et que donc tous les trolls d'internet peuvent venir, sur le genre de comportement que tu vas autoriser, pas autoriser, accepter, pas accepter, pour n'importe qui met n'importe quel commentaire où que ce soit. C'est important. On appelle ça des contributor covenants maintenant, dans le cas précis. Il y a un très bon lien là derrière. Et ça, c'est pas mal parce qu'on a quand même tendance à cracher sur beaucoup de monde, y compris des gens particulièrement mis en avant. Les wikis c'est super pour la doc étendue, c'est-à-dire qu'à un moment, si ton wiki c'est 28 pages de haut, c'est moins cool. Et donc la doc étendue, les how-tos, les guides, la fac, tous ces trucs-là, le wiki c'est l'endroit parfait pour ça. C'est trivial à utiliser pour n'importe qui, il y a même plus de 12 syntaxes textuelles supportées dans le wiki. Il n'y a pas que GFM, il y a ASCII-Doc, il y a Créole, il y a MediaWiki, il y a tout ça. Et c'est extrêmement cool. Quand il y a un petit wiki à côté, moi j'adore. En général, ça veut dire que, surtout si c'est pas juste le placeholder wiki, c'est parce que là, ça veut dire que vraiment, je sais que dans le projet, ils ont à cœur que les gens puissent travailler. Les GitHub Pages, on l'a vu, c'est super, en particulier pour les sortes de sites un peu vitrines de ta lib. C'est basé sur ton README par défaut, mais tu fais ce que tu veux. Tu en as et pour les projets et pour les users ou les organizations aussi. Hein. Là, ça passe par un dépôt nommé d'une manière spéciale. Tu peux même mettre tes noms de domaine custom par-dessus, tu n'es pas obligé de te taper le .github.io si tu as envie, ça c'est super simple à faire. Et derrière c'est Jekyll, c'est un moteur de site statique en Ruby qui est extrêmement puissant, donc on peut ensuite, une fois qu'on a démarré, passer sur Jekyll et commencer à mettre des plugins de malade et faire des features de dingue. Ce qui est génial, c'est que c'est du HTTPS, c'est gratuit, et du coup, tout ce qui a besoin de HTTPS, même pour tes démos par exemple, des démos de service worker, des démos de techno comme ça qui ont besoin de HTTPS, ça marche, c'est cadeau quoi. Donc c'est très bien indexé, donc c'est vraiment le bonheur. Et par ailleurs, si tu veux permettre aux gens facilement d'utiliser vite fait ta démo, la vérifier, la regarder sans avoir à faire un clone, un machin, un hébergement, un module, pour toi déjà, il y a un petit système qui s'appelle 5 Minute Fork, qui est super sympa, qui a été fait par Rémi Sharp. Tu finis ton URL comme finit l'URL GitHub, et hop, il te le clone à la volée, il te le hoste statiquement quelque part, et au bout de 5 minutes d'inactivité, il le dégage. Et donc ça te permet vite fait de hop là, voir en ligne une petite démo que tu as collée sur GitHub. Et de la même manière, si c'est un truc plus chaud, tu as fait une super démo de folie, mais il y a du Node, du machin, il faut l'installer, la runner, lancer une base, etc. Allez regarder un truc qui s'appelle les Heroku Buttons. C'est un truc de folie furieuse pour que les gens en un clic, alors qu'ils ne connaissent rien à Heroku ni rien, boum, ils ont une instance de démo complète, y compris avec des services externes de Postgre, de machin, de Couch et tout, de votre appli pour tester. Donc ça, c'est une super manière aussi de la fonte Octicodes et donc on ne voit pas l'autochat. Mais voilà. Pour ceux d'entre vous qui êtes très ligne de commande, et je vous félicite, allez regarder Hub. Hub, c'est un wrapper autour de Git qui est fait par GitHub et qui étend, souvent tu l'alias comme ça quand tu appelles Git, en fait tu appelles Hub,
Et en fait, il étend toutes les syntaxes, toutes les syntaxes Git de base marchent, hein, ça transmet directement, mais par-dessus ça, il vous fournit des tas de syntaxes très très courtes pour aller taper dans vos dépôts, dans les dépôts des autres, dans les pull requests, pour comparer les trucs, pour faire un fork, pour lancer les pull requests. Ça te permet même de faire des choses que l'interface te permet absolument pas de faire. Un de mes petits chéris favoris, et on le verra, et on arrive dans la dernière slide, Dieu merci. Je vais mourir. Voilà. Un de mes petits chéris, c'est le truc qui, tu sais, tu ouvres une issue sur un projet, et puis là-dessus, tu as un des contributeurs qui fait ouais, non, mais c'est cool, c'est sympa, mais en vrai, tu serais tout à fait à même de la corriger. Donc, ce qui serait awesome, c'est qu'en fait, plutôt, tu lui fais une pull request. Et là, tu sais, tu fais une autre pull request, du coup, tu as un doublon, du coup, il faut aller fermer l'issue, etc. Via l'API, tu peux convertir une issue en pull request. À chaque fois, il te dit ouais, alors attention, c'est obsolète, c'est deprecated, ça va se barrer. Ça fait 2 ans qu'il le dit. Donc, c'est peut-être du deprecated à la Java, tu sais, 20 ans après, c'est encore là, c'est juste pareil. Genre, tu sais, 40 d'art. Le truc, déjà, en 99, quand j'ai arrêté Java, c'était déjà obsolète. C'était sympa. Ah merde, je me l'ai promis de ne pas troller dans cette fumée. C'est plus fort que moi. Bah voilà, merci à vous.